Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Savoir le plus. Aujourd'hui, on va voir quelques notions concernant, s'il vous plaît, l'ordinateur et ses composantes. Je pense qu'on va parler de toutes les composantes. Il s'agit des composantes internes, des composantes externes. Et sans oublier aussi des composantes électroniques qui se trouvent dans le boîtier communément appelé unité centrale. C'est pour cette raison que je vous demande, je vous invite, je vous prie s'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous voulez avoir ou savoir quelques notions concernant l'informatique et d'autres domaines concernant la science, s'il vous plaît, abonnez-vous. Sans oublier aussi d'activer la clochette de notification pour recevoir les plus de nos vidéos. Sans trop tarder, on est parti. Ah oui, je viens de dire qu'on va voir quelques notions concernant l'ordinateur, concernant l'informatique. Par informatique, on entend souvent le traitement automatique d'une information. Par l'ordinateur, il s'agit d'un terme anglais appelé aussi computer, signifiant au départ calculateur numérique électronique. En effet, les premières machines étaient surtout utilisé pour effectuer des suites d'opérations arithmétiques. Le terme français ordinateur est mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui car il s'éloigne de la connotation numérique. L'ordinateur se définit maintenant comme une machine de traitement de l'information. La signification du terme anglais a évolué car il est désormais équivalent à celle du terme français. Donc l'ordinateur ou computer est normalement capable d'acquérir et de conserver les informations, d'effectuer des traitements et les restituer plus tard. C'est-à-dire qu'il peut aussi donner les informations qu'il a déjà stockées. Donc il y a quelques types d'ordinateurs. Parmi ces types, on va se baser sur quelques facteurs pour identifier ou bien pour les différencier. Les ordinateurs peuvent être classés par leur taille, comme je viens de le dire. Par exemple, par leur taille, on peut les différencier. Par leur puissance, par le domaine d'application et ainsi d'autres facteurs. Pour le premier type d'ordinateur, on voit des superordinateurs. Donc, ces superordinateurs sont des ordinateurs très volumineux et très puissants qui ont une vitesse de calcul surtout élevée et qui utilisent des dizaines de milliers de microprocesseurs pour accomplir certaines tâches telles que des calculs de prévision météorologique, pour les calculs complexes, par exemple en partie pour les scientifiques, pour des analyses, le génome humain ainsi que plusieurs autres fonctions. En deuxième cas, ou bien deuxième type d'ordinateur, on voit aussi des ordinateurs qu'on dirait appelés embarqués. Ces ordinateurs, en grosso modo, ce sont des ordinateurs qui sont implantés dans des autres systèmes. Voyons la signification. L'ordinateur embarqué est un composant incorporé dans un système. Comme je viens de le dire, par exemple dans une voiture, dans un avion, dans une machine à laver, par exemple dans un réfrigérateur, ou bien aussi appelé photo, on peut parler d'autres. Donc ces ordinateurs sont construits pour effectuer un nombre limité de tâches, telles que le guidage ou la sécurité. Par exemple, pour le cas du guidage, on peut parler de ces systèmes qui sont dans des voitures ou bien dans les avions, qui montrent la direction, la destination de là où on va. Par exemple, pour la question de sécurité, on peut parler des caméras de surveillance. On peut parler aussi des portes intelligentes. Par exemple, s'il s'agit d'une empreinte pour ouvrir la porte, la porte ne peut pas être ouverte si vous êtes celui qui la ferme.
Il y a aussi autre type d'ordinateur, ordinateur communément appelé micro-ordinateur. Parmi ces micro-ordinateurs, on va voir quelques sous-points ou bien quelques autres exemples de micro-ordinateurs. Ici, on va voir les ordinateurs de bureau, on va aussi voir les ordinateurs portables, on va aussi voir dans son point les ordinateurs de poche, on va aussi les tablettes PC, on va voir aussi les ordinateurs corporels. On va essayer de continuer. Et puis, comme je viens de le dire, parmi les micro-ordinateurs, et je dirais que ce sont des ordinateurs qui représentent le type d'ordinateur le plus présent sur le marché. Comme vous le savez, les micro-ordinateurs, comme je viens de le dire, c'est la seule marque qui occupe un grand nombre de marketing, le plus souvent présent sur le marché. Les puissances ne cessent d'augmenter. Il existe différents types de micro-ordinateurs. Comme je viens de le dire, il y a des ordinateurs de bureau, il y a des ordinateurs portables au bloc-notes, il y a aussi des ordinateurs de poche, PDIA, Personal Digital Assistant, il y a aussi des tablettes PC, il y a aussi des ordinateurs corporels. Commençons par les ordinateurs de bureau parmi les micro-ordinateurs. Ces ordinateurs de bureau sont conçus pour être utilisés sur un bureau ou une table. Ils sont généralement plus gros et plus puissants que les autres types d'ordinateurs personnels. Ils sont constitués de composants distincts. Le composant principal, appelé unité système, est généralement un boîtier rectangulaire posé sur un sous-bureau. D'autres composants tels que le moniteur, appelé communément l'écran, la souris, le clavier, se connectent à l'unité centrale. Il y a aussi autre type de micro-ordinateurs, ce qu'on appelle les ordinateurs portables. Ces ordinateurs portables, ce sont des ordinateurs de bureau portables et légers, dotés d'un écran fin. C'est-à-dire que la différence ici réside sur le fait que pour des ordinateurs portables, vous pouvez déplacer facilement sans problème. On les appelle souvent des ordinateurs bloc-notes en raison de leur dimension réduite. C'est plus léger que les ordinateurs de bureau quand même. Ils peuvent fonctionner sur une batterie, ce qui permet de les emporter partout. Contrairement aux ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables combinent l'unité centrale, l'écran, le clavier et en un boîtier unique. L'écran se remplit sur le clavier lorsque l'ordinateur n'est pas en train d'être utilisé. Il y a aussi autre type appelé ordinateur de poche. Quant à eux, les ordinateurs de poche sont également appelés assistants numériques personnels. PDA sont des ordinateurs fonctionnant sur une batterie et qui, en raison de leur taille réduite, peuvent être emportés pratiquement partout, même dans une poche ou bien dans un petit sac. Même s'ils ne sont pas aussi puissants que les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables, les ordinateurs de poche sont pratiques pour planifier des rendez-vous, stocker des adresses et des numéros de téléphone et faire du jeu. Certains proposent des fonctionnalités avancées pour permettre par exemple d'effectuer des appels téléphoniques ou d'accéder à l'internet par exemple. Donc à la place du clavier, les ordinateurs de poche possèdent un écran tactile sur lequel vous pouvez agir avec le doigt, vous pouvez agir avec un stylet communément
Un stylet, c'est un outil de pointage en forme de stylo ou un stylo numérique. Il y a aussi un autre type d'ordinateur, de micro-ordinateur. Cet autre type, c'est le tablette PC, comme je viens de le dire. C'est un ordinateur portable comme un grand téléphone portable avec un écran tactile. Il utilise généralement un clavier virtuel à l'écran, un stylet ou un stylo numérique, et ainsi d'autres. Généralement, ces tablettes n'ont pas besoin de clavier. Il existe deux catégories populaires de tablettes PC. Il y a d'abord les tablettes PC en ardoise. Il y a aussi les tablettes convertibles. Par les tablettes PC en ardoise est un type de tablette où le clavier n'est pas connecté. Et le tablette convertible est fondamentalement un ordinateur portable avec un écran qui peut pivoter et se replier sur le clavier pour créer la tablette. Il y a aussi un autre type de micro-ordinateur, comme il y a ce qu'on appelle des ordinateurs corporels. Ces ordinateurs sont petits et légers car ils doivent être transportés sur le corps humain. Les ordinateurs corporels se présentent sous forme de bracelets, pendentifs, lunettes ou badges. Le port de tel dispositif permet une interaction constante avec le système informatique. De plus, ces dispositifs sont multitâches. Vous pouvez par exemple effectuer d'autres tâches de routine en parallèle. Donc cet ordinateur peut utiliser comme une petite puce programmée pour surveiller les mouvements des animaux, une puce de microprocesseur léger programmée et agrafée sur le corps de l'animal, comme les oreilles, le nez, le doigt, ainsi d'autres. Une telle puce surveille le mouvement des animaux dans une région donnée, par exemple. Avec ce qui concerne les micro-ordinateurs, je pense qu'on peut arrêter par là et laisse-nous voir les éléments d'un ordinateur, comme je vais le dire dans l'introduction, qu'on va voir les éléments, l'ordinateur, ses composantes internes et externes, sans oublier aussi des composantes électroniques. Pour le moment, c'est le moment des composantes que je dirais visuelles. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous avez sans doute déjà que le terme ordinateur ne se rapporte pas à un élément unique. En effet, un ordinateur est fait par un système constitué de nombreux éléments qui fonctionnent ensemble. Les éléments physiques que vous pouvez voir et toucher sont collectivement appelés le matériel, ou bien le hardware, c'est-à-dire tout élément physique, tout élément qu'on voit, qu'on peut toucher, mais ainsi d'autres. Le terme logiciel, il s'agit de quelques composantes, quelque chose qu'on ne peut pas toucher à l'ordinateur. Il s'agit des logiciels, des applications, des programmes, des instructions. En revanche, désigne les instructions, comme je viens de le dire, au programme qui demande le matériel de faire telle ou telle autre chose. C'est-à-dire que c'est le logiciel qui ordonne, qui gère, qui guide le matériel.
Et puis le matériel, qu'est-ce qu'il y fait? Il exécute. L'illustration suivante montre le matériel le plus souvent présent dans un système d'ordinateur mobile. Donc, il est possible que votre système soit quelque peu différent, mais il comporte probablement la plupart des éléments. Un ordinateur est toujours composé d'une unité centrale, appelée communément le boîtier, la tour, et de 3 éléments périphériques qui se connectent, qui sont l'écran, ou bien communément appelé moniteur, le clavier, ainsi que la souris. Sur un ordinateur de bureau, les éléments sont bien distincts. Le clavier, le boîtier d'ordinateur, l'écran. En revanche, sur un ordinateur portable, les éléments sont regroupés et plus compacts. D'autres éléments qu'on appelle périphériques peuvent être reliés à l'unité centrale comme l'imprimante, le scanner, disque dur externe et ainsi d'autres. Parmi les éléments d'un ordinateur, ici on voit premièrement l'unité centrale. Par unité centrale, je dirais que c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est-à-dire sans unité centrale, vous pouvez ne rien faire. L'unité centrale ou boîtier de l'ordinateur est le squelette métallique abritant ses différentes composantes internes. C'est le principal élément qui fait que l'ordinateur soit un véritable ordinateur. Tout se passe réellement à l'intérieur et tous les éléments internes de l'ordinateur sont englobés à l'intérieur de ce boîtier. Et sachez que tous les périphériques, pas périphériques, attendez l'écran, la souris et le clavier, et tout ça aussi se connecte à l'unité centrale. Pratiquement, tous les autres éléments de l'ordinateur sont connectés au boîtier au moyen de câbles de connexion. Sans oublier aussi, pour que ces derniers fonctionnent correctement, on a besoin aussi des câbles d'alimentation pour l'écran et pour l'unité centrale aussi. Ces câbles se branchent sur des ports spécifiques appelés les ouvertures situées généralement à l'arrière du boîtier. Le matériel qui ne fait pas partie de ce boîtier est parfois appelé périphérique, comme je viens de le dire. Donc la taille du boîtier conditionne le nombre de compartiments d'emplacement pour les lecteurs en façade. Ainsi, le nombre d'emplacements pour les disques durs internes. On distingue généralement les catégories suivantes. Il y a des grands tours, des moyens tours, des mini tours, ou balles ou mini PC. Il y a aussi le deuxième élément. Et le deuxième élément, on voit l'élément appelé écran ou moniteur. L'écran ou moniteur est le périphérique d'affichage de l'ordinateur et dit organe de sortie aussi. On distingue habituellement des familles d'écrans. Il y a les écrans type cathodique, il y a aussi les écrans plans. Les écrans type cathodique sont aussi notés CRT pour cathode ray tube, technologie qui tend à disparaître quand même. Les écrans type cathodique utilisent le type cathodique type à vide pour afficher l'image. Il s'agit de moniteurs volumineux et lourds possédant une consommation électrique, s'il vous plaît, très élevée. Et aussi il y a des écrans plans comme je viens de le dire, notés parfois FPD pour Flat Panel Display ou RDC pour Liquid Crystal Display. Ceci n'utilise plus de tubes mais
des matrices de cristaux liquides. Donc, ces éclats équipent la totalité des ordinateurs portables, les assistants personnels PDA pour Personal Digital Assistant, les appareils photo numériques, ainsi qu'un nombre de plus en plus grand d'ordinateurs de bureau. Il s'agit d'écrans peu à comble en profondeur, d'où leur nom. Le genre posséda une faible consommation électrique et ne mettait pas de rayonnement électromagnétique. C'est là où réside la différence entre les éclats type cathodique et les éclats plans. Il y a aussi l'autre élément appelé communément le clavier. Et le clavier en anglais appelé keyboard permet à la manière des machines à écrire de saisir les caractères, c'est-à-dire les lettres, les chiffres et les symboles. Il s'agit donc d'un périphérique d'entrée essentiel pour l'ordinateur, car c'est grâce à elle ou grâce à lui qu'il est possible d'envoyer des commandes. On distingue des grandes familles de claviers avec notre alphabet. Il y a les claviers appelés QWERTY et les claviers appelés AZERTY. En rapport avec ces premières touches alphabétiques du clavier, comme le clavier anglo-saxon et néerlandais et le clavier AZERTY, notamment comme les claviers francophones. Comme le clavier d'une machine à écrire, le clavier d'un ordinateur comporte des touches pour les lettres et les chiffres, ainsi que des touches spéciales. Parmi ces touches spéciales, on va des lettres standards, des touches de fonction, les caractères spéciaux, ponctuation, pavé numérique, touche entrée, touche de suppression. Il y a aussi des touches modificaires, il y a aussi des touches de déplacement, il y a aussi des touches d'échappement, il y a aussi des touches de fonction, il y a aussi des touches pour les raccourcis, il y a des touches tabulaires, touches Windows, touches menu principal et autres touches. Et il y a aussi un autre élément qu'on ne peut pas ignorer, l'élément appelé la souris. La souris ou mouse est un périphérique de pointage servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner ou de déplacer ou de manipuler des ordinateurs grâce à des boutons. Il existe plusieurs types de souris classifiés selon la technologie de positionnement. Par ce facteur, on voit qu'il y a des souris habiles ou mécaniques. Les premières souris sont munies d'une boule pour placer la table sur la souris et d'un mécanisme qui transfère les informations concernant le mouvement de la boule à l'unité centrale de traitement au processeur. L'acquisition et traitement de mouvement par la boule qui roule sur le support et entraîne les roulants. Le capteur optique, capteur de lumière, renvoie une suite de bits au microcontrôleur pour en déterminer la position de la souris. Le problème des souris habiles est qu'elles ont tendance à accumuler des poussières provenant de la table. Ces poussières finissent par gêner le mouvement de la boule et enclaisent le mécanisme de transition de l'information. Donc, de transition de l'information. Il y a aussi les souris optiques. Les souris optiques sont munies d'une source lumineuse, souvent rouge, dirigée vers la table et d'un capteur de lumière. L'acquisition se fait par capteur optique
sorte d'appareil photon qui envoie des données, images photographiées au microcontrôleur pour en déterminer la position de la souris. Les souris optiques fonctionnent souvent assez mal sur les surfaces réfléchissantes vers table de vernis. Il y a aussi la technologie de transmission des données. Et par la technologie de transmission des données, on peut voir les souris sans fil et les souris avec fil. Les souris avec fil, c'est-à-dire les souris filaires, elles utilisent un fil pour se connecter à l'ordinateur. Tandis que les souris sans fil peuvent être utilisées sans être physiquement reliées à l'ordinateur, ce qui procure une sensation de liberté. Une souris comporte généralement 3 parties. Dans ces parties, il y a le bouton gauche et le bouton droit, il y a la roulette ou molette. Si le bouton principal, c'est le bouton principal, c'est-à-dire le bouton gauche. Le bouton gauche, c'est le bouton principal qui utilise le plus pour ordonner des choses à l'ordinateur. Un bouton droit, c'est un bouton qui nous permet de faire apparaître un menu contextuel à l'écran. Il y a aussi une roulette ou molette. Elle permet de faire défiler ou de faire déplacer le contenu d'une page lorsque son contenu est long. Il y a aussi un pavé tactile, parfois appelé touchpad ou trackpad, et disponible et dispositif de pointage utilisé principalement sur les ordinateurs portables en remplaçant une souris. Avec notre dernier point, comme je viens de le dire, il s'agit des composantes électroniques parce que par là on vient de voir l'ordinateur, ses composantes externes, c'est-à-dire les composantes qu'on veut voir. Et pour le moment, on va voir les composantes internes, c'est-à-dire les composantes électroniques, l'architecture de base des ordinateurs. D'un système à microprocesseur représente l'organisation de ces différentes unités et leur interconnexion. Le choix d'une architecture est toujours le résultat d'un compromis, c'est-à-dire entre les performances et les coûts, entre l'efficacité et facilité de construction, entre les performances d'ensemble et facilite la programmation, et ainsi d'autres. John von Neumann, qui est un mathématicien hongrois, est le premier à mettre en œuvre la notion de mémoire pour enregistrer un programme en utilisant le système binaire basé sur des chiffres qui sont 0 et 1. Le premier ordinateur fonctionnant selon ce principe est baptisé l'EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Dans cette date, c'était en 1945. La machine de von Neumann était composée de 5 parties principales. Parmi ces parties, on a les mémoires, on a l'unité de contrôle, on a l'unité arithmétique et logique, on a aussi l'entrée et la sortie. Une unité arithmétique et logique, c'est une unité de traitement. Son rôle est d'effectuer des opérations de base, c'est-à-dire opérations arithmétiques et logiques, tandis qu'une unité de contrôle ou unité de commande est chargée de séquençage des opérations ou contrôler des échanges, gérer l'enchaînement des différentes instructions. Les mémoires, quant à elles, contiennent à la fois les données et les programmes. La mémoire se divise entre mémoire volatile, c'est-à-dire programmes et données en cours de fonctionnement, et mémoire permanente, c'est-à-dire les mémoires qui ont des programmes et des données de la machine de façon permanente. Il y a aussi des dispositifs d'entrée-sortie qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Le facteur d'accompagnement à ces utilisateurs qui sont. Il y a aussi des types de sport, de processeurs. Il y a aussi les connecteurs d'entrée-sortie, des voies de communication appelées vis. Il y a aussi les serveurs. Et à la base des conceptions, les
Facteur d'accomplement, pas facteur d'accomplement, on désigne généralement par le terme facteur d'accomplement ou facteur de forme, en anglais form factor, la géométrie, les dimensions, l'agencement et les caractéristiques électriques de la carte mère. Afin de fournir les cartes mères pouvant s'adapter dans des différents boîtiers de marques différentes. Les standards ont été mis au point. Il y a aussi le chipset, qui est l'un des éléments caractérisant la carte mère. Le chipset, circuit électronique permettant d'établir et de gérer les dialogues, échanger des données entre les différents composants de l'ordinateur, mais aussi processeur, mémoire, pellicle, souris. Il y a aussi le type de support du processeur. Il s'agit d'un connecteur dans lequel s'insère le processeur. Il y a aussi les connecteurs d'entrée-sortie. Une carte typique supporte les composants suivants, notamment selon les caractéristiques suivantes. Il y a le processeur. Par processeur, il s'agit aussi d'un composant que je dirais électronique qui est très utile à l'ordinateur. Le chipset est souvent décomposé en deux puces. Il y a un off-bridge et soft-bridge. Par off-bridge au port nord, il s'occupe d'interface le microprocesseur avec les périphériques rapides de mémoire et cartes graphiques nécessitant une bande passante élevée. Le pont sud South Bridge s'occupe d'interfacer le microprocesseur avec des périphériques plus lents, le disque dur, CD-ROM, lecteur de disquette, raison. Donc, la différence résidente entre ces ponts nord et possibles, c'est que la première qui est South Bridge s'occupe d'interfacer avec les périphériques rapides, tandis que le port sud ou South Bridge s'occupe d'interfacer le microprocesseur avec des périphériques plus lents. Voici par exemple un diagramme d'un chipset. On distingue le pont nord et le pont sud. Voilà. Il est important de choisir une carte mère intégrale, un chipset récent, afin de maximiser les possibilités d'évolutivité de l'ordinateur. Les chipsets des cartes mères actuelles intègrent généralement une puce graphique et presque toujours une puce audio, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'installer une carte graphique ou une carte son. Il y a aussi l'élément appelé horloge. Une horloge temps réel, terme parfois abrégé à HTR, en anglais RTC, pour Real Time Clock. Elle est chargée de donner la date à l'heure en temps réel. Cette horloge est alimentée par une pile électrique située sur la carte mère de l'ordinateur, lui permettant de continuer à fonctionner même si l'ordinateur est éteint ou privé d'alimentation. Il y a aussi le CMOS, appelé Complementary Metal-Oxide Semiconductor, qui est une mémoire RAM, pas RAM on entend, RAM Access Memory, qui contient la configuration basique de votre ordinateur, paramètres du BIOS, horloge RTC. Cette mémoire RAM, par définition, est une mémoire volatile, c'est-à-dire qu'elle perd son contenu car elle n'est pas alimentée en électricité. De ce fait, la pile est située sur la carte mère, l'alimente constamment, et ceci que nous devons enlever pour réinitialiser cette configuration, c'est-à-dire rendre ces paramètres comme
le constructeur l'a configuré à la sortie d'usine. C'est-à-dire si par exemple vous avez mis des mots de passe dans votre ordinateur, prenons par exemple votre ordinateur de bureau. Si vous ouvrez votre boîtier et vous arrivez à le CMOS et vous le remettez encore, c'est-à-dire que c'est comme que votre ordinateur est mis à l'usine, comme sorti de l'usine. Il perd tout, sauf ce système. Il y a le BIOS, Basic Input Output System, en français appelé système élémentaire d'entrée-sortie. C'est un petit programme contenu dans la mémoire morte ROM, Random Only Memory, située sur la carte mère d'un ordinateur. Cette mémoire est permanente, c'est-à-dire ne perd pas son contenu car elle n'est pas alimentée en électricité. Le BIOS a un rôle essentiel pour le fonctionnement de la carte mère. Il initialise tous les composants de la carte mère du chipset de certains périphériques. Il identifie le BIOS évalue les informations dans la mémoire CMOS quand on l'allume à l'ordinateur. Il stocke également les dates et l'heure et vient régulièrement les mettre à jour. On ne peut pas aussi ignorer la pile ou batterie d'accumulateur. Elle fournit l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'horloge et au fonctionnement du CMOS. Le BIOS système, aussi appelé BI interne ou front-side bus, il relie le processeur au chipset. Il permet au processeur de communiquer avec la mémoire RAM qui est Random Access Memory. Il y a le BIOS mémoire, il relie le chipset à la mémoire vive qui est aussi la RAM. Il y a aussi le BIOS d'extension ou BIOS d'entrée-sortie. Il relie le processeur au connecteur d'entrée-sortie et au connecteur d'extension. Le BIOS d'extension permet aux différents composants de la carte mère USB série parallèle, carte branchée sur les connecteurs d'extension, disque dur, lecteur et graveur de cette lampe ici, de communiquer entre eux, mais il permet surtout l'ajout de nouveaux périphériques grâce au connecteur d'extension connecté sur le BIOS d'entrée-sortie. Il y a aussi le panneau d'entrée-sortie. Le panneau d'entrée-sortie, en anglais I/O, panneau input or output, est une interface qui regroupe tous les connecteurs d'entrée-sortie. Il y a aussi des connecteurs de la carte mère. La carte mère de l'ordinateur possède un certain nombre de connecteurs tels que le support du processeur, les connecteurs d'alimentation électrique, les connecteurs de la mémoire, les connecteurs de stockage, les connecteurs d'extension et les connecteurs d'entrée-sortie. Le processeur ou microprocesseur CPU pour Central Processing Unit, soit une unité centrale de traitement, est un circuit intégré à très grande échelle. Il est fabriqué souvent en silicium et regroupe plusieurs millions de transistors élémentaires interconnectés. Son rôle est d'interpréter et d'exécuter les instructions du programme. Véritable cerveau d'ordinateur, le microprocesseur est intimement associé à la mémoire où sont stockées les instructions et les données à traiter. L'ensemble du microprocesseur est mémoire centrale et souvent appelée unité centrale. Les grands fabricants de processeurs, aujourd'hui, des fabricants se partagent le marché des processeurs pour les PC. On peut parler d'Intel, contraction de
d'intégrité électronique avec le modèle Celeron, Pentium Core. Il y a aussi AMD, Advanced Micro Devices, avec les modèles comme Samplon, Atron, Trillium, Phenom, etc. Il y a les sports ou connecteurs du processeur et le type de connecteur dans lequel s'insère le processeur et le relie au reste de l'ordinateur. On distingue deux catégories de sports. Il y a le slot, il y a aussi le socket. Il s'agit d'un connecteur rectangulaire dans lequel on affiche le processeur verticalement. Il y a aussi le socket. Il s'agit d'un connecteur carré possédant un nombre de petits connecteurs sur lequel le processeur vient directement s'afficher. Dans la mesure où le processeur rayonne thermiquement, il est nécessaire d'en dissiper la chaleur pour éviter que ces circuits ne fondent. C'est la raison pour laquelle il est généralement surmonté d'un dissipateur thermique, appelé parfois refroidisseur ou radiateur, composé d'un métal ayant une bonne condition thermique, cuivre ou aluminium, chargé d'augmenter la surface d'échappe thermique. Un ventilateur accompagne généralement le dissipateur pour améliorer la circulation de l'air autour du dissipateur et améliorer l'échange de chaleur. Le terme ventilant est aussi parfois utilisé pour désigner l'ensemble ventilateur plus radiateur. Pour éviter les bruits liés au ventilateur et améliorer la disparition de chaleur, il est également possible d'utiliser un système de refroidissement à l'eau dit water cooling. Il y a aussi les principales caractéristiques d'un microprocesseur. Les principales caractéristiques d'un microprocesseur sont sa fréquence, son nombre de cœurs, complexité de son architecture, sa largeur de registre, jet d'instructions. Premièrement, par sa fréquence, le nombre d'opérations que le processeur peut effectuer en une seconde. La fréquence d'un processeur se calcule en Hz. Aujourd'hui, on parle plutôt en GHz. Par exemple, si un processeur a une fréquence de 1 GHz, il peut alors effectuer 1 milliard d'opérations par seconde. Plus la fréquence d'un ordinateur est élevée, plus il effectue ses opérations rapidement. Il y a aussi une autre caractéristique appelée nombre de cœurs. Le nombre de cœurs indique le nombre d'instructions simultanées que peut traiter le processeur. Un cœur égale une instruction. Un processeur dit multicœur s'il est composé non pas d'un seul cœur mais de plusieurs cœurs. Un processeur dual core contient 2 cœurs. Un processeur quad-core contient 4 cœurs. Et un processeur hexacore contient 6 cœurs et ainsi de suite. Plus un processeur a de cœurs, plus il effectuera de calculs en parallèle et par conséquent sera très rapide. Il y a aussi une autre caractéristique, la complexité de son architecture. Cette complexité se mesure par le nombre de transistors contenus dans le microprocesseur. Plus le nombre de processeurs, plus le processeur contient de transistors, plus il pourra effectuer des opérations complexes et ou traiter des chiffres de grande taille. Il y a aussi la caractéristique de la mémoire qui est cache.
est une mémoire dédiée au processeur. Cela lui permet de stocker les données dont il a souvent besoin plutôt que d'aller les chercher, par exemple, dans la mémoire vive. Sa largeur de registre, celle-ci est aussi une caractéristique très importante, la largeur des données. Le nombre de bits que le processeur peut traiter ensemble. Le processeur actuel a une largeur de registre de 64 bits. Ils peuvent traiter de nombres sur 64 bits. Il y a aussi d'autres caractéristiques appelées jets d'instruction. Le jet d'instruction décrit l'ensemble des opérations élémentaires que le processeur peut exécuter. Un microprocesseur peut exécuter plusieurs dizaines, voire centaines d'instructions différentes. L'architecture d'un ordinateur. Un microprocesseur est construit autour de deux éléments principaux. Il y a l'unité arithmétique et logique. Il y a aussi l'unité de commande ou de contrôle. L'unité arithmétique et logique est une unité où les opérations arithmétiques et logiques sont réalisées. Et l'unité de commande ou de contrôle est celle qui dirige le fonctionnement de toutes les autres unités, mémoire, périphérique, d'entrée-sortie, en leur fournissant des signaux de commande. Ces circuits génèrent les signaux nécessaires à l'exécution de chaque instruction d'un programme. En plus, des registres chargés de stocker temporairement les différentes informations à traiter. Des bits internes permettant des échanges d'informations entre les trois éléments précédents. Voilà, il y a une unité arithmétique et logique et il y a une unité de commande, programme, données, barre de données. Par unité de commande est l'ensemble des dispositifs coordonnant le fonctionnement de l'ordinateur afin de lui exécuter la suite d'opérations spécifiées dans les instructions du programme. Les principaux éléments de l'unité de commande qui entrent en jeu hors de la recherche en mémoire et du codage d'une instruction sont le compteur ordinal ou compteur de programme PC, program count, qui est un registre contenant l'adresse mémoire où il est stocké l'instruction à chercher. Le CO est incrémenté automatiquement après chaque utilisation. Il y a aussi le registre d'instruction LI qui reçoit l'instruction qui doit être exécutée. Il y a aussi le décodeur d'opération qui détermine quelle opération doit être effectuée parmi toutes les opérations possibles. Il y a aussi ce qu'on appelle le séquenceur qui génère les signaux de commande pour actionner et contrôler les unités participant à l'exécution d'une instruction donnée. Il y a aussi l'horloge qui émet une suite d'impulsions, les grillés à l'intervalle de temps en temps. Impulsion est appelée période ou temps de cycle. Le rôle de l'horloge dans une unité de commande est de générer des signaux périodiques qui définissent le cycle de base ou cycle machine qui correspond à la durée élémentaire réagissant au fonctionnement de la machine. Aussi, il y a le bus, il y a l'adresse, compteur ordinal, séquenceur ou décodeur, bus de données, registre d'instruction. Il y a aussi l'unité arithmétique et logique, comme son nom l'indique. Cette unité s'occupe des calculs à travers des sortes d'opérations. Opérations arithmétiques,
et opérations logiques. Pour accomplir son rôle, l'unité arithmétique et logique est dotée de circuits logiques capables de réaliser en outre les fonctions logiques telles que et, ou, no, et, etc. Des opérations arithmétiques telles que l'addition, la soustraction, la division, le décalage, la multiplication, la modulation, voilà ainsi d'autres. Prenons par exemple pour le cas de la figure qu'on a, il y a A, il y a B, il y a F, il y a R. A et B sont appelés opérandes. A et B sont des données en entrée et R est le résultat de l'opération. F est la fonction à exécuter. L'unité arithmétique et logique est composée essentiellement de l'unité arithmétique et logique qui est un circuit complexe assimilant les fonctions logiques et ou comparaison et les fonctions arithmétiques addition et soustraction. Le registre d'état, appelé aussi PSW, Processor Status Word, il est appelé aussi registre condition. Ce registre contient des bits indicateurs appelés drapeaux ou flags qui indiquent les états particuliers tels que signe du résultat nul éventuel retenu. Dépassement de la capacité symbolisée par O pour overflow. Les accumulateurs sont des registres de travail qui servent de stocker un opérand au début d'une opération arithmétique et le résultat à la fin de l'opération. Via registre du processeur. Les registres sont des dispositifs électroniques constitués de transistors qui servent au stockage provisoire d'informations dans l'unité centrale, ce qui permet un accès plus rapide à des informations. Les plus utilisées à celles en attente de traitement. Le nombre de registres diffère d'un ordinateur à l'autre, selon dépend de son architecture, mais certains registres fondamentaux existent dans la majorité des machines. Nous avons déjà vu 4 registres particuliers. Ce sont le compteur ordinal, le registre d'instruction, l'accumulateur, le registre d'état. Nous allons définir les autres registres qui font partie du microprocesseur. Les registres généraux et les registres d'index. Les registres généraux sont des registres permettant de limiter l'accès à la mémoire en conservant les informations utilisées fréquemment par le processeur ou bien le microprocesseur, tels que les résultats intermédiaires. Le programmeur accède aux registres généraux pour effectuer les opérations suivantes: chargement d'un registre à partir de la mémoire, enregistrement en mémoire du contenu du registre, transfert entre un registre et un autre, incrémentation ou décrémentation du contenu registre. Deuxièmement, il y a un registre d'index. Par là, on doit définir le registre général. Le registre d'index ou registre d'indice. Ces registres sont généralement destinés à la manipulation d'indices de tableaux, c'est-à-dire pour l'adresse indexée. L'incrémentation et la décrémentation de ces registres se fait automatiquement après chaque opération. Il y a aussi jet d'instruction. Jet d'instruction, par définition, la première étape de la conception d'un micro-ordinateur
et la définition de son jet d'instruction. Le jet d'instruction décrit l'ensemble des opérations élémentaires que le microprocesseur pourra effectuer. Il va donc en partie déterminer l'architecture du microprocesseur à réaliser. Il y a le type d'instruction. Les instructions que l'on trouve dans le répertoire de toutes les machines peuvent être classées en 6 groupes. Transfert de données, opérations arithmétiques, opérations logiques et contrôle de séquences, entrée-sortie, manipulations diverses. Premièrement, par transfert de données, il y a load, move, store, transfert de registre à registre ou de mémoire à registre. Opération arithmétique, add, add pour l'addition, c'est-à-dire add, sub pour la soustraction, mar pour la multiplication, div pour la division. Opération logique, add, or, not, sort, etc. Contrôle de séquence, blanchiment conditionnel, boucle, appel de procédure et ainsi d'autres. Il y a l'entrée-sortie, read, write, print, etc. Manipulation diverses, conversion de format, incrémentation de registre et ainsi d'autres. Il y a aussi ce qu'on appelle le codage. Les instructions et les opérations paramètres sont stockées en mémoire centrale. La taille totale d'une instruction, nombre de bits nécessaires pour la représenter en mémoire, dépend du type d'instruction et aussi du type d'opérand. Chaque instruction est toujours codée sur un nombre entier d'octets afin de faciliter son codage par le microprocesseur. Une instruction est l'opération élémentaire que le microprocesseur peut accomplir. Elle est composée de deux champs. Il y a code d'opération, code d'opérand. Code d'opération qui est le code de l'action que le processeur doit exécuter. Code d'opérand sont des paramètres de l'action. Le code d'opérand pour être une donnée ou bien une adresse mémoire. On parle d'instruction à une adresse si elle possède un champ opérand n égale 0, 1, 2, 3, 4 ou plus. Code d'opération, code d'opérand n bit, k bit. Le nombre d'instructions du jet d'instruction est directement lié au format du code d'opération, nombre de bits. Ainsi, un code d'opération sur un octet permet de distinguer au maximum 256, c'est-à-dire d'exposer à 8 instructions différentes. Chaque instruction nécessite un certain nombre de cycles d'horloge pour s'effectuer. À chaque tour d'horloge, le processeur exécute une action correspondant à une instruction ou une partie d'instruction. Il y a aussi le temps d'exécution. Chaque instruction nécessite un certain nombre de cycles d'horloge pour s'effectuer. Le nombre de cycles dépend de la complexité de l'instruction et il est plus long d'accéder à la mémoire principale qu'à registre du processeur. La durée d'un cycle dépend de la fréquence de l'horloge. Il y a aussi ce qu'on appelle langage de programmation, le langage machine et le langage compris par le microprocesseur. Ce langage est difficile à maîtriser puisque chaque instruction est codée par une séquence proche de bits afin de faciliter la tâche de la compilation. On a créé différents langages plus ou moins évolués. Langage évolué, niveau assemblaire, instruction machine, micro-instruction, niveau de commande électronique.
On peut distinguer plusieurs niveaux de langue de programmation. Le niveau supérieur représente des langages de haut niveau évolués, C, C++, Java, JavaScript, qui s'approchent du langage de l'utilisateur. Le niveau inférieur s'adapte mieux aux caractéristiques de la machine. La situation actuelle est résumée sur cette image. Par ici, on peut aussi voir les performances d'un microprocesseur. On peut caractériser la puissance d'un microprocesseur par le nombre d'instructions qu'il est capable de traiter par seconde. Pour cela, on déduit le CPI, cycle par seconde, qui représente le nombre moyen de cycles d'horloge nécessaires pour l'exécution d'une instruction pour un microprocesseur donné. MIPS, millions d'instructions par seconde, qui représente la puissance du traitement du processeur. Pour augmenter les performances d'un processeur, on peut donc soit augmenter sa fréquence, c'est-à-dire la fréquence d'horloge. On peut diminuer le CPI, choix d'instructions adaptées. On peut aussi améliorer l'architecture de base, améliorer la technologie. Et en fait, pour terminer, laisse-nous voir quelques notions d'architecture RISC et CISC. Actuellement, l'architecture des microprocesseurs se compose de deux grandes familles. L'architecture CISC, Complex Instruction Set Computer, et l'architecture RISC, Reduced Instruction Set Computer. La première architecture RC, pourquoi? Par le passé, la conception de machines CISC était la seule envisageable. En effet, vu que la mémoire travaillait très lentement par rapport au microprocesseur, on pensait qu'il était plus intéressant de soumettre au microprocesseur des instructions complexes. Ainsi, plutôt que de coder une opération complexe par plusieurs instructions plus petites qui demandaient autant d'accès mémoire très lent, il semblait préférable d'augmenter au jeu d'instructions du microprocesseur une instruction complexe qui se chargeait de réaliser cette instruction. Comment? C'est donc une architecture avec un grand nombre d'instructions où le microprocesseur doit exécuter des tâches complexes par instruction unique. Pour une tâche donnée, une machine CISC exécute ainsi un petit nombre d'instructions, mais chacune nécessite un plus grand nombre de cycles d'horloge. Le code de machine de ces instructions varie d'une instruction à l'autre et nécessite donc un décodeur complexe. Et aussi l'architecture RISC, pourquoi? Des études statistiques menées au cours des années 70 ont clairement montré que le programme généré par le compilateur se contentait le plus souvent d'affectation, d'addition et de manipulation par des constantes. Ainsi, 80% des traitements des langages de haut niveau faisaient appel à seulement 20% des instructions du microprocesseur, d'où l'idée de réduire le jeu d'instructions à celle le plus couramment utilisé et d'en améliorer la vitesse de traitement. Comment? C'est donc une architecture dans laquelle les instructions sont en nombre réduit,
chargement, blanchiment, pair sous programme. La réalisation des architectures RISC libère la surface permettant d'augmenter le nombre de registres ou d'unités de traitement. Par exemple, chacune de ces instructions s'exécute ainsi en un cycle d'horloge. L'accès à la mémoire s'effectue seulement à partir des instructions. Cependant, la mémoire s'effectue seulement à partir des instructions load store. Cependant, les instructions complexes doivent être réalisées à partir de séquenceurs basés sur les instructions élémentaires, ce qui nécessite un compilateur très évolué dans le cas de programmation en langage de haut niveau. Par comparaison, le choix prendra des applications visées. En effet, si on diminue le nombre d'instructions nécessaires pour un traitement, on crée des instructions complexes qui nécessitent plus de cycles pour être décodées. Et si on diminue le nombre de cycles par instruction, on crée des instructions simples RISC, mais on augmente alors le nombre d'instructions nécessaires pour réaliser le même traitement. Voici l'architecture RISC. Voici aussi l'architecture RISC. CIRSC. Pour le premier cas, les instructions simples ne prennent qu'un seul cycle. Pour le deuxième cas, les instructions complexes prennent plusieurs cycles. Les instructions pour RISC au format fixe, mais au contraire, pour CISC, les instructions au format sont des variables. Décodeur simple par opposition au décodeur complexe. Beaucoup de registres par opposition au peu de registres. Seules les instructions load et store ont accès à la mémoire. Toutes les instructions sont susceptibles d'accéder à la mémoire. Pour RISC, peu de modes d'adresse, mais par opposition, beaucoup de modes d'adresse. Compilateur complexe par opposition, compilateur qui est simple. Merci de nous avoir suivis. C'est par là qu'on termine cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez pour que les autres aussi sachent la notion d'ordinateur, ses composantes internes et externes, savoir différencier le hardware et le software, savoir composer électronique, les rôles, comment les différencier. Ok, merci de nous avoir suivis. On vous aime beaucoup. Adieu, à la prochaine.